du son. Ça marche? Bonjour à tous. Et à toutes. Tout d'abord, je vous présente Sylvain Fèvre, qui est ingénieur au CNRS en Bretagne, qui est chargé de vulgarisation scientifique et qui, depuis un certain temps, fait des conférences en reprenant un petit peu mon propre enseignement et en le vulgarisant d'une manière un petit peu plus académique. Et ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est une improvisation à deux qu'on va faire. Et puis moi, vous me connaissez peut-être un petit peu plus, ça fait près d'une douzaine d'années que je colporte des idées transgressives concernant donc l'amour en particulier et le libre arbitre, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc le but, c'est d'expliquer pourquoi, loin d'être quelque chose qui est issu de la chimie du cerveau, l'amour est quelque chose qui correspondrait plutôt à l'énergie fondamentale de l'univers et que la physique peut nous l'apprendre. Et donc, on va démarrer sur des choses qui vont avoir l'air peut-être très terre à terre, et on va essayer de vous amener petit à petit les notions qui permettent de comprendre tout ça. Alors, donc, je ne vois pas s'afficher les images. Donc, on a décidé de démarrer sur l'explication du paradoxe des jumeaux de Langevin, qui permet de comprendre, qui est la meilleure explication connue à ce jour, du fait que le futur serait déjà réalisé. Parce que tout part de là, en fait. On part du fait que le futur est déjà réalisé, ce qui peut paraître, à l'inverse de l'amour, complètement déprimant, puisqu'on ne peut rien faire. On est emprisonné dans une sorte de tunnel qui conduit nos pas tout le reste de notre vie, et on ne voit pas ce que l'amour viendrait faire là-dedans. Et donc, plutôt que de vous passer les diapos avec les explications, les équations, et passe-les quand même, vas-y. Plutôt que de vous passer En fait, il m'a censuré, plus exactement. Les explications, voilà. J'avais l'intention de vous expliquer les jumeaux de Langevin d'une manière un petit peu trop scientifique à son goût. Donc il m'a censuré et il préfère que... Montre tes équations, montre-les. Vous voyez un des deux jumeaux, là, voilà, qui est en train de faire son expérience. Voilà. Horreur, une équation. Et donc je lui ai dit, là, stop, arrête tout. Je peux donner l'explication sans équation, et surtout, il va lire à la place quelque chose qui permet de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe dans ce fameux tunnel. Alors je vais lire quelque chose dont tu le lis maintenant ou je commence? Comme tu veux. C'est toi qui... Allez, lis-le. C'est toi le master. Donc c'est quelque chose dont on ne connaît pas exactement l'origine. C'est un texte qui doit quand même être assez vieux. Oui, on ne sait pas si c'est Lao Tse, on ne sait pas si ça vient du soufisme. Les personnes qui ont essayé de se renseigner n'ont pas réussi à trouver la source. Donc c'est une source inconnue, mais quand même et comme vous pouvez le voir, ça vient du dernier livre de Philippe Guillemont, c'est de là que je le tire, Le grand virage de l'humanité. Donc, je cite, « Il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie, on l'appelle temps. Lorsqu'un humain entre dans ce tunnel, on appelle cela naître. Lorsqu'un humain marche au long de ce tunnel, on appelle cela vivre. Lorsqu'un humain sort de ce tunnel, on appelle cela mourir. Considérer que vivre se réduit à évoluer au long de ce tunnel obscur, cela s'appelle illusion. Percer des trous dans ce tunnel obscur, cela s'appelle science. Savoir que la lumière est autour du tunnel, cela s'appelle foi. Voir la lumière dans le tunnel obscur, cela s'appelle amour. Voir la lumière à travers le tunnel obscur, cela s'appelle sagesse. Éclairer le tunnel obscur de sa propre lumière, cela s'appelle sainteté. Confondre la lumière et le tunnel obscur, c'est au-delà des mots. Merci. Alors, donc vous avez bien vu que, bien que ce tunnel semble exister, je vais vous expliquer pourquoi il existe,
il y a des failles qui font qu'il peut se passer des choses, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Alors déjà, la raison pour laquelle ce tunnel existe, c'est-à-dire la raison pour laquelle le futur est déjà réalisé, ça vient du fait que lorsque, effectivement, on fait un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, les rayons lumineux, ils n'arrivent pas à vous rattraper. Donc, si vous regardez ce qui se passe sur la Terre, le temps est gelé, puisque la lumière ne vous arrive pas. Mais au moment où vous faites demi-tour, vous avez le phénomène inverse, et là, vous avez tout ce qui a eu du mal à vous arriver, qui vous arrive d'un coup, et il y a les années qui défilent. Et lorsque vous revenez sur la Terre, eh bien, vous vous retrouvez peut-être 100 ans plus tard, alors que votre jumeau n'a vieilli que d'1 an. Mais les équations permettent d'envisager quelque chose de beaucoup plus, un peu n'importe quel scénario à ce niveau-là, sachant que la question technologique du comment faire pour arriver à faire ça ne compte pas en réalité, puisque c'est juste un problème technologique et que donc on doit savoir le résoudre, et ça veut dire que à l'avenir, on saura, et on connaît d'autres moyens. Vous avez peut-être entendu parler des trous de verre, des portails, des portes temporelles, enfin tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de films là-dessus, beaucoup de films de science-fiction. Donc les voyages dans le temps sont tout à fait possibles. Les physiciens envisagent même aujourd'hui qu'on puisse les considérer comme possibles, les voyages dans le passé. Et c'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer. Et donc, ça pose le problème du fait que, du coup, on vit dans un tunnel. On vit bel et bien dans un tunnel, puisque notre futur est déjà là et notre passé est encore là. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème? Eh bien, tu lis la suite. Je la lis ou tu la lis? Parce que... Je la lis. Ou alors... Oui, je la lis parce que ça, c'est notre... Parce que ça vient de toi quand même, ça, désormais. Même. Là, c'est plus Lao Tse, c'est Philippe Guillemont. Et par contre, tu expliqueras... Non, tu commences par expliquer le randonneur dans la brume. Je te mets le randonneur dans la brume. Tu veux pas l'expliquer? Je veux bien l'expliquer. Donc ça, donc effectivement, Philippe vient de vous dire que la physique, la science considérait en fait que le futur était déjà réalisé. Et en fait, c'est une image, enfin c'est une métaphore que Philippe utilise régulièrement pour nous faire sentir que finalement c'est pas si compliqué que ça à imaginer, ce fait que le futur soit déjà réalisé, et c'est celle du randonneur en forêt. Alors je l'ai déjà faite l'année dernière, mais je vous la refais ici. Imaginez donc que vous êtes en train de vous balader en forêt sur un sentier, mais qu'il y a une brume épaisse en fait à quelques mètres devant vous, qui vous empêche finalement de voir à plus de quelques mètres devant vous. Et vous ne viendrez pas à l'idée d'imaginer en fait que ce sentier il n'existe pas dans la brume et qu'il se crée au fur et à mesure que vous avancez et qu'il se découvre devant vous. En fait, effectivement, on n'a aucun problème à imaginer que l'espace existe là où nous ne nous trouvons pas, n'est-ce pas? Et bien, en fait, c'est exactement la même chose avec le temps. C'est-à-dire que croire que le futur n'est pas déjà réalisé, c'est tout simplement, là, ici, confondre la brume avec le vide. Le futur, il nous est noyé dans un épais brouillard, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas déjà. Alors, est-ce que dans la brume, on décèle les bifurcations? Pas facile. Pas facile. Ah non. Ben non. Donc il faudrait enlever la brume et d'un coup, on s'apercevrait que non seulement le futur est déjà réalisé, mais en plus, il y a des bifurcations, ce qui nous sauve. Du coup, ça introduit la suite apportée à cette histoire de tunnel dont on ne connaît pas la source. Donc je vous la lis. Lorsqu'une fêlure du tunnel laisse passer une lumière qui vous éclaire, on appelle cela intuition. Lorsqu'on se laisse guider par toute lumière parvenant à percer le tunnel, on appelle cela créativité. Lorsqu'un tremblement du tunnel fait tomber devant soi un cadeau, on appelle cela sérendipité. Lorsqu'un tremblement du tunnel adapte le décor à votre état d'esprit, on appelle cela synchronicité. Lorsqu'un accident projette votre conscience à l'extérieur du tunnel, on appelle cela EMI, expérience de mort imminente. Lorsqu'un objet entre dans le tunnel depuis l'extérieur, on appelle cela OVNI.
Lorsque la vision s'étend jusqu'à l'extérieur du tunnel, on appelle cela PES, perception extrasensorielle. Lorsqu'on pense que la partie non parcourue du tunnel n'existe pas, on appelle cela causalité. Lorsqu'on pense que la partie parcourue du tunnel était immuable, on appelle cela déterminisme. Lorsqu'on pense que rien n'existe à l'extérieur du tunnel, on appelle cela matérialisme. Lorsqu'on pense qu'un joueur de dés fait bouger le tunnel, on appelle cela hasard. Lorsqu'on ressent que le tunnel est en train de bouger, on appelle cela émerveillement. Et lorsqu'on voit réellement le tunnel bouger, j'appelle cela col de l'ange. Alors, je fais un petit éclaircissement là-dessus. Col de l'ange, c'est-à-dire que là, vous avez vu que finalement, si on enlève la brume, on est rassuré parce qu'on se retrouve finalement devant le territoire de notre futur et on a la possibilité, on a l'espoir qu'on puisse faire des choix puisqu'il va y avoir des bifurcations. On n'est pas obligé de toujours suivre le même sentier, comme ce matin. Oui, on a fait une randonnée de 2 heures ce matin. Donc, alors attends, j'ai perdu le fil là. C'est qu'on est essoufflé. Quoi? J'aurais pas dû parler de la randonnée. Donc, vous voyez que là, la question du libre arbitre est posée puisque le futur déjà réalisé n'implique pas que ce soit un seul futur. Simplement, c'est à ce moment-là comme la trajectoire d'un GPS que l'on suit. C'est-à-dire le GPS, il va compenser le fait qu'on est dans la brume et qu'on ne voit pas ce qu'il y a devant nous et on va simplement suivre le GPS un petit peu comme si on était un automate qui parcourt sa vie. Et on sait que le parcours du GPS peut changer, on sait qu'on peut, si on commence à s'éveiller, ne pas suivre la dame du GPS qui nous dit d'aller tout droit, et si on voit un lapin blanc traverser la route et aller à droite, on va aller à droite, par exemple. Et donc, on n'est pas obligé non plus de penser que notre destination est toujours la même. Et donc, vous voyez qu'il y a 2 niveaux d'action sur le réel qui pourraient nous apporter un libre arbitre et qui sont le niveau qu'on appelle celui du moi, de la conscience, de l'éveil, du temps présent, qui fait qu'on peut être sensible aux bifurcations, c'est-à-dire aux opportunités de ne pas faire ce que l'espace-temps a prévu pour nous. Et quelque chose de plus subtil qui est la possibilité de capter peut-être une intention qui serait celle d'un nouveau futur qui pourrait s'offrir à nous. Mais cette fois-ci, on ne le maîtrise pas. Donc voilà l'essence de quelque chose qui va nous conduire à une meilleure compréhension de pourquoi la physique nous mène naturellement à l'amour. Mais avant ça, il faut remettre complètement en question notre vision de la réalité, parce que personne ne peut accepter ce genre de discours où on utilise des métaphores pour expliquer ce qu'est le futur, puisque les physiciens et les gens en général ont l'habitude de croire que notre réalité, c'est comme si le futur était en train de se créer maintenant, ou comme si nous avancions vers notre futur, et que tout ça reste malgré tout matériel. Et pour mieux comprendre ces métaphores-là, donc Sylvain va vous expliquer pourquoi l'espace, le temps et la matière n'existent pas. Enfin, tout particulièrement l'espace quand même, quoi. C'est-à-dire que là, mine de rien, on a remis en question la nature du temps, c'est-à-dire au moins de son caractère absolu, quoi, puisque avant finalement la théorie de la relativité d'Einstein, que c'est de ça finalement qu'est issue l'histoire des jumeaux de Langevin, on avait une notion très absolutiste du temps, quoi, et puis qui quelque part était aussi créateur de la réalité, c'est-à-dire, comme vient de le dire Philippe, que finalement le futur, il se crée au fur et à mesure finalement que le temps passe, quoi, en fait, quoi. Il n'existait pas. Les jumeaux de Langevin nous ont fait comprendre que le futur était déjà réalisé. Maintenant, voyons ce qu'il en est au niveau de l'espace. Alors, l'espace, dans notre inconscient collectif, c'est une espèce de boîte vide, inerte, la scène, en quelque sorte, dans laquelle se joue l'histoire de l'univers, quoi, justement, quoi. Et cette scène, en fait, elle a des dimensions qui sont infinies, dans 3 dimensions.
profondeur, la largeur, la hauteur. Et puis elle est absolue, elle aussi, dans le sens où c'est tout ce qui reste à partir du moment où on a tout enlevé, y compris le temps d'ailleurs. En gros, l'espace tel que Newton il l'avait défini à la fin du XVIIe siècle, c'est donc le vide absolu, il disait, et qui est donc chaque point quelque part est repérable de manière continue dans toutes les directions, et puis qui persiste à travers le temps sans aucun changement. Déjà, on s'est rendu compte depuis que l'espace il était courbé par la matière. Ça, c'est la théorie de la relativité d'Einstein qui nous le dit. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà vu cette représentation de l'espace, une espèce de toile tendue dans laquelle les objets créent des déformations sous l'effet de leur masse, une espèce de courbure en cuvette qui serait responsable, par exemple, de la trajectoire des planètes autour de leur étoile. C'est-à-dire que les planètes, finalement, elles se déplacent en ligne droite, mais dans un espace courbe. Alors, si la courbure de l'espace, c'est bien effectivement ce qui ressort de la théorie de la relativité d'Einstein, il faut quand même voir les limites de cette représentation, là, ici, dans le sens où, déjà, vous voyez qu'on a réduit l'espace 3 dimensions à une surface à 2 dimensions. Donc, en fait, il faudrait plutôt le voir comme un cube quadrillé, comme ça. Alors, c'est joli comme animation, mais bon, peut-être qu'on voit moins l'effet de cuvette, justement, dans cette représentation 3D. C'est pour ça qu'on fait plutôt la 2D en principe. Et puis, surtout, ça laisse présupposer, ça laisse sous-entendre plus exactement qu'il existe un espace dans lequel l'espace se déformerait. Vous voyez cet espace noir, là, en fait, dans lequel on a dessiné soit la nappe, soit le cube quadrillé. Or, cet espace n'existe pas. Ce serait justement l'espace newtonien que la relativité, justement, a réfuté. Et puis l'espace, il peut être tellement courbé qu'il en soit troué. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des trous noirs ou au niveau des trous de verre. Alors les trous noirs ont été observés, les trous de verre pas encore. Mais ce qu'il faut bien voir ici, c'est que c'est vraiment l'espace lui-même qui s'engouffre dans cette espèce de bonde là. On nous présente souvent les trous noirs comme des espèces de gigantesques aspirateurs qui avalent tout sur leur passage, matière et lumière. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est bien l'espace lui-même qui se déforme, qui s'étire à tel point qu'il se déchire et qui crée donc, derrière l'horizon du trou noir, un endroit où l'espace n'existe plus. Il n'y a plus de scène dans laquelle décrire quoi que ce soit en termes de matière. Et puis l'espace, il est aussi pixelisé. Alors ça, c'est la structure la plus intime de l'espace à des échelles infinitésimales. Vous voyez qu'on parle de longueur de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres. Alors je vous l'ai écrit, c'est 0,000003501 mètre. Vous voyez, c'est assez petit quand même. Mais toutefois, à cette échelle, là c'est la théorie quantique qui nous le dit, il n'est pas possible de faire des mesures qui soient inférieures à des mesures de longueur qui soient inférieures à une certaine longueur qu'on appelle la longueur de Planck et qui vaut 1,6 et quelques 10 puissance moins 35 mètres. C'est pas seulement qu'il n'est pas possible de faire des mesures, c'est que la théorie l'interdit. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'ontologie, de réalité, d'existence. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas réellement un problème de mesure, dans le sens où on n'aurait pas d'instrument assez précis pour le faire, mais c'est bien qu'en dessous de cette valeur, d'après la théorie quantique, toute mesure est sans signification. En fait, que l'espace n'est plus de l'espace au sens tridimensionnel du terme, on parle de mousse quantique. Et ça veut dire que du point de vue de la physique, si vous voulez, si deux points sont distants de moins de ces fameux 1,6 et quelques 10 puissance moins 35 mètres, en fait, ils sont strictement au même endroit. En fait, on ne peut pas zoomer sur l'espace à l'infini, il arrive un moment au bout duquel on tombe sur des pixels, comme sur un écran d'ordinateur. Comme si on était dans une simulation, ce qui ne veut pas dire qu'on l'est. Et puis ce qui a sonné le glas définitivement de l'espace newtonien, donc inerte et absolu, c'est qu'il soit en vibration. C'est une affirmation qui, là encore, découle de la théorie de relativité d'Einstein, qui a été confirmée par l'expérience de manière assez régulière avec des instruments qu'on appelle des interféromètres, bref, depuis 2015. Et puis
ce qu'on arrive à mesurer sur Terre, en fait, c'est cette oscillation du tissu de l'espace-temps, quoi. Donc, cette fameuse toile tendue dont on a parlé tout à l'heure, qui est provoquée en fait par la coalescence, la fusion en fait de deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons, enfin des objets célestes extrêmement massifs. Et ce qu'on arrive, cette danse tourbillonnaire, en fait, elle génère donc des vagues dans l'espace-temps qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et là encore, il faut bien voir que c'est pas quelconque matière ou lumière qui vibre dans l'espace. Mais ce qu'on mesure donc à l'aide d'interféromètres, ce n'est pas la déformation de la Terre dans l'espace, mais bien de la structure de l'espace lui-même, donc de rien, du vide. C'est une oscillation, une vibration de rien, du vide. Et puis peut-être la propriété la plus déconcertante qui ait pu être établie au sujet de l'espace, c'est qu'il soit non local. Alors ça va à l'encontre, y compris de la nouvelle vision qu'on peut avoir de l'espace avec la théorie de la relativité d'Einstein, parce que lui-même avait établi un principe de localité, c'est-à-dire que deux objets distants, ils ne peuvent pas avoir d'influence directe l'un sur l'autre. Sans communicant. Voilà. Un objet, il ne peut être influencé que par son environnement immédiat qui transmet de l'information de proche en proche, comme ça, pour propager éventuellement une interaction, quoi. Mais la mécanique quantique, elle a prévu, et il a été démontré aux grandes dames d'Einstein, qui n'a pas pu le voir parce que c'était en 82, mais Alain Aspect a démontré, et ça a été refait à plusieurs reprises depuis, un des résultats de la mécanique quantique qui est l'intrication de particules, c'est-à-dire que des particules peuvent avoir des comportements corrélés, quelle que soit la distance qui les sépare dans l'espace et aussi dans le temps d'ailleurs. Alors on ne va pas rentrer bien évidemment dans ce qu'est l'intrication quantique ici, mais juste retenir finalement le message qu'elle nous indique, qui est donc que déjà il existe un indéterminisme fondamental dans l'espace-temps, c'est-à-dire que l'état d'une particule, en fait, il n'est déterminé qu'à partir du moment où on l'observe, et puis que comme cette information qui donc détermine l'état de la particule et puis qui lie les particules intriquées entre elles, elle ne peut pas se propager dans l'espace parce que la vitesse y est limitée justement par la vitesse de la lumière, c'est ce qu'Einstein avait établi, c'est que cette information, elle réside à l'extérieur de l'espace-temps. Alors Philippe, courbé, troué, pixelisé, non local, en vibration, bon, l'espace, c'est définitivement plus cette boîte vide dans laquelle il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Mais alors c'est quoi alors ? Tu viens de détruire le temps, tu viens de détruire l'espace. On peut détruire la matière. Si tu veux. Il n'y a pas de problème. Bon, non. La matière elle-même se réduit aussi à des vibrations. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, la seule explication, c'est que c'est la conscience qui reconstruit l'espace, le temps et la matière à partir d'un univers d'information qui, lui, est très objectif. Et à tel point objectif qu'on lui attribue en physique beaucoup plus de dimensions que les 4 dimensions apparentes dans lesquelles on vit. Ce qui aboutit à la notion de multivers. La notion de multivers, aujourd'hui, il y a toutes sortes de multivers qui apparaissent en physique. Il y a celui des bébés univers, il y a celui de la théorie des cordes, il y a le multivers quantique, et puis il y a le multivers à notre échelle qui vient simplement de la physique des boules de billard, sur lequel j'ai beaucoup travaillé moi-même. Et il y a des mathématiciens qui disent que, mais attention, tous ces multivers, ça pourrait revenir au même, finalement. Tout ça, c'est une vue de l'esprit qui vient du fait que, en fait, on travaille sur des apparences au lieu de travailler sur des réalités. Il y a par exemple, quand on utilise des équations en physique, on a besoin de l'espace et du temps. Malheureusement, l'espace et le temps n'existent pas, donc on sait que le cadre, il est limité. C'est la raison pour laquelle tous ces multivers pourraient bien être le même, et la meilleure façon... Il y a 2 façons de le concevoir. Soit vous adoptez la théorie mainstream qui consiste à dire que nous aurions donc des myriades de doubles de nous-mêmes conscients dans des univers parallèles, c'est-à-dire que vous avez de la chance, toutes les bêtises que vous auriez pu faire dans votre vie sont faites par d'autres que vous. Mais des doubles simplement. Mais vous n'avez aussi pas de chance parce que tout ce que vous pourriez faire de grandiose durant votre vie est fait par d'autres que vous. Donc c'est con et ça supprime le libre arbitre. Et ça va très très loin et c'est complètement finalement délirant puisqu'on peut démontrer
que ne serait un simple papillon qui se pose sur ma main pendant 1 seconde de ma vie, il peut se poser de myriades de façons différentes. Son comportement est chaotique, c'est à cause de ça. Et du coup, il faut multiplier le nombre d'univers par ce nombre de façons de se poser. Donc, cette théorie, et il y a beaucoup de physiciens qui la réfutent à cause de ça, notamment Carlo Rovelli, qui propose une super interprétation alternative. Elle ne tient pas la route. Elle a été popularisée par Stephen Hawking, et comme Stephen Hawking était très respecté, bon, ben voilà, cette notion de multivers, elle a fini par être acceptée. N'empêche qu'il reste à expliquer d'où ça vient. Alors du coup, et justement, la personne que je cite là, ce grand physicien, Carlo Rovelli, qui travaille sur la gravité quantique à boucle, commence à proposer que, en fait, il existe des superpositions d'univers, c'est-à-dire des superpositions d'espace-temps. C'est-à-dire que le multivers nous appartient à nous. C'est-à-dire que toutes les possibilités que nous avons de vivre notre vie, si nous avons un libre arbitre, elles sont déjà présentes. D'accord ? Donc les physiciens aboutissent à cette idée-là. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on sait que ce qui fait bouger la trajectoire du GPS ou le tunnel dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on sait que la seule chose qui peut le faire bouger, ça ne relève pas des équations, ça ne relève pas du temps. Le temps n'existe pas parce qu'en fait, il est créé par notre cerveau. Les physiciens aujourd'hui commencent à comprendre que le temps est créé par notre cerveau, que c'est une illusion. Et donc, on commence à comprendre que la seule chose qui peut faire bouger ce fameux tunnel, qui peut faire bouger la trajectoire de ce GPS, qui nous intéresse au plus haut point, ce sont les vibrations de l'espace, et pas n'importe lesquelles, les vibrations de l'espace dans les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes, par exemple, ou dans les dimensions supplémentaires que moi-même j'ai identifiées dans mes publications, ou dans les dimensions supplémentaires qui apparaissent aussi dans le modèle holographique de la physique, qui est issu des travaux de Maldacena, le physicien le plus cité de la planète depuis l'an 2000, et qui séduit les plus grands physiciens. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que finalement, sans cette réalité d'espace dans lequel on observe de la matière, tout ce qui nous arrive, etc., eh bien, on a besoin pour décrire ça d'une théorie finalement qui inclut la gravité. Il nous dit que la théorie qui décrit tout cet univers finalement illusoire, incluant la gravité, est équivalente à une théorie qui décrirait ce qui se passe sur les horizons de notre univers que constituent les trous noirs, par exemple, sur les surfaces horizons, mais simplement avec une théorie beaucoup plus simple qui n'inclut pas la gravité. Une théorie quantique qu'on appelle théorie des champs, n'incluant pas la gravité, décrirait la même information que toutes celles qu'on vit dans notre univers à partir d'informations qui se trouvent exclusivement sur des surfaces horizons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement qu'on est un peu apparemment comme dans un hologramme où il y a quelque chose qui produit notre sensation d'espace et de matière à partir d'informations qui se trouvent sur une surface. D'accord ? Et l'information qui se trouve sur cette surface, c'est quelque chose de très abstrait, mais qui peut correspondre à ce fameux univers d'information très abstrait dont on ne peut pas se représenter, et simplement le temps, l'espace et la matière seraient créés par la conscience. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'identifier la conscience à l'espace, puisque c'est la conscience qui engendre la sensation de l'espace. C'est-à-dire que la réalité ultime, elle n'est pas spatiale, elle n'est pas de l'ordre de ce qui nous apparaît. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus ? Ben ouais, ce qu'on voit bien finalement, d'après ce que tu nous dis, qu'on doit se questionner sur la nature de la réalité. À savoir, est-ce que le monde tel qu'il est en soi, il est fait de ce que nous en percevons au travers de nos sens ? Est-ce qu'il existe une réalité fondamentale qui est faite des objets qui nous entourent, là, ici, quoi, et comme si on regardait le monde au travers d'une fenêtre transparente,
tel que finalement notre intuition ordinaire tendrait à nous le faire penser. Mais en fait, il existe au moins 2 arguments philosophiques qui sont appuyés par des modèles mathématiques qui abondent dans le sens de nous faire abandonner cette notion de réalisme. Qu'il soit naïf, c'est-à-dire de considérer que les objets, ils existent tels que nous les percevons, ou même scientifique, le réalisme scientifique, qui est de dire que la science décrit le monde réel. Alors l'un de ces arguments, il est de type anthropique, c'est-à-dire il consiste à dire que si nos perceptions reflétaient le monde de manière complètement transparente, en fait, nos représentations internes reflèteraient l'augmentation incessante du désordre qui est sous-tendue à une loi de la thermodynamique, qui est celle de l'entropie, qui nous dit que l'entropie, donc le désordre, doit incessamment augmenter au cours du temps. Et donc, nous serions incapables de maintenir notre intégrité fonctionnelle, structurelle, c'est-à-dire rester en vie. Nous nous dissoudrions, en fait, dans la soupe anthropique des états du monde. Et puis un autre argument, il est de type évolutionniste. Alors, avec toutes les réserves qu'on peut émettre au sujet de la théorie de l'évolution de Darwin, mais elle affirme que nos systèmes perceptuels, ils ont évolué pour fournir une interface spécifique à l'espèce, et ce, pour guider notre comportement adaptatif, et non pas pour nous fournir une représentation véridique de la réalité objective. Autrement dit, si les mutations avaient conduisaient une espèce à voir la véritable nature du monde avec une précision infinie, en fait, la sélection naturelle conduirait rapidement cette espèce à l'extinction. En fait, on a besoin d'une interface simplificatrice pour ne pas voir le monde tel qu'il est réellement, mais sans faire des représentations qui sont utiles pour notre survie, sans distorsion. Tu l'as en photo. Je l'ai en photo. Ouais, ça va venir. Elle va venir, celle-là. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme l'affichage, justement, sur un écran d'ordinateur. C'est-à-dire qu'il est bien plus utile de voir des icônes, de voir des dossiers, de voir des fichiers, des caractères, plutôt que de voir des transistors dans un état on ou off qui sont la réalité des données physiques de votre ordinateur. Vous voyez en fait que nos états de perception, en fait, c'est les meilleures représentations qu'on a de ce qui doit se passer à l'extérieur, mais en fait, ils ne le représentent pas de manière exacte. L'image du monde extérieur que nous imprimons en fait sur l'écran de nos perceptions, c'est une forme encodée du monde tel qu'il est réellement. Et puisqu'elle est encodée, en fait, on a toutes les raisons de croire que, en fait, elle n'a rien à voir avec le monde tel qu'il est en soi. En fait, le monde tel qu'il est en soi, c'est que la conclusion finalement de ces 2 arguments qui convergent quelque part, donc l'argument anthropique et l'argument évolutionniste, c'est que quand on regarde à travers une fenêtre et qu'on voit donc le ciel, les étoiles, les éclairs, en fait on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais en fait on voit une interface utilisateur, une sorte de réalité virtuelle qui nous permet de survivre. En fait, le monde physique n'est finalement qu'une interface, une sorte de tableau de bord, exactement comme le pilote de l'avion, en fait, il navigue aux instruments quand il n'a plus la possibilité de faire autrement. Alors son écran de perception, ça devient son tableau de bord avec tout un tas d'écrans, de témoins qui font des mesures sur le monde physique extérieur et qui l'affichent. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas confondre le tableau de bord avec la réalité extérieure qui n'a en fait rien à voir. Et en fait, c'est la même différence qui subsiste entre le monde tel qu'il est en soi et le monde physique que l'on perçoit au travers de nos sens, c'est-à-dire les objets qu'on touche, les odeurs qu'on sent, les sons qu'on entend, les formes, les couleurs qu'on voit, tout ça, c'est que le tableau de bord. Et en fait, si vous voulez dire que le monde, il est matériel, ou tout au moins physique, en fait, c'est faire une erreur fondamentale, c'est dire que le monde, la réalité, c'est le tableau de bord, en fait. Ça, c'est une analyse qui est faite par un philosophe néerlandais. Bernardo Kastrup. Bernardo Kastrup, c'est un docteur en ingénierie informatique, que je vais développer assez prochainement sur ma chaîne YouTube. Alors, avis aux amateurs. Et toi, Philippe, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, donc, à partir de là, on a commencé à avoir des données importantes
puisque voilà à quoi ressemblerait finalement le cerveau, c'est-à-dire le cerveau nous fournit cette interface. On a aussi la donnée à travers l'idée que l'espace, le temps et la matière, et surtout l'espace, n'existent pas, que vous a bien expliqué Sylvain. On a les données au sujet de l'univers holographique qu'on ne peut comprendre que soit en faisant appel à une simulation, soit en faisant appel à une propriété de la conscience. Alors j'élimine la simulation parce que la simulation pose la question de savoir, mais le monde qui simule ne serait-il pas une simulation, etc. Donc le simulateur ne serait-il pas simulé, etc. etc. On ne s'en sort pas, donc c'est un argument qui ne porte pas. Il ne reste que la conscience. Donc ça voudrait dire que la conscience serait non seulement à l'origine de notre perception de l'espace, du temps et de la matière, mais que la conscience serait équipée de ce tableau de bord qui nous permet justement de décoder le monde en nous le faisant percevoir comme de la matière. D'accord ? Et il y a d'autres raisons de penser à ce moment-là que, puisque nous avons relié la conscience à l'espace, que la conscience puisse agir sur la réalité, cette fois-ci sur le futur. Vous vous souvenez, sur la trajectoire du GPS, sur la position du tunnel qui peut changer, ou le tunnel qui peut vibrer, etc. Il y a d'autres raisons de penser, c'est que donc on sait que la seule chose qui peut modifier cette trajectoire dans notre futur, c'est ce qu'on appelle les vibrations quantiques. Alors qu'est-ce que c'est que les vibrations quantiques? Ce sont les vibrations quantiques de l'espace dans les dimensions supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la gravité quantique, etc. Et il faut décoder cette affaire-là. On n'est pas sur des vibrations de l'espace dans les dimensions supplémentaires, on est sur des vibrations de l'espace pour lesquelles on a besoin de degrés de liberté supplémentaires afin de les décrire, parce qu'elles sont terriblement complexes. Or, comme l'espace n'existe pas et qu'il faut le rapporter à la conscience, c'est bel et bien des vibrations de la conscience, dans des dimensions qui nous sont pour l'instant inaccessibles, mais qui sont décrites par la physique, qui font modifier le GPS, qui nous font passer d'un espace-temps à l'autre. C'est-à-dire que vous avez entendu parler du multivers, des univers parallèles, etc. Eh bien, il est possible que nous passions notre vie, nous passions notre temps dans notre vie à changer d'univers, c'est-à-dire changer simultanément de passé et de futur. Et ça, c'est le nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, et là, on va petit à petit découvrir la notion d'amour, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, donc, si on n'est plus dans une réalité qui est en train de se créer maintenant, mais dans une réalité qui est déjà créée, aussi bien dans le futur que dans le passé, et que donc tout ça, ça peut finalement changer sous l'égide des vibrations de la conscience, on va voir ce que c'est. Et donc on passe d'un univers à l'autre, et donc par exemple, on guérit son passé pour débloquer son futur, ou on intentionne son futur pour changer de ligne temporelle, etc. Toutes ces choses-là, d'accord? Donc il faut considérer que dans le temps présent, on est en train d'agir simultanément sur toute l'étendue de nos lignes temporelles, c'est-à-dire de notre vie passée éventuellement, et surtout probablement de notre futur. Et ça passe par ce qu'on appelle donc des vibrations qui sont finalement relatives à la conscience. Or, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, elle a deux pôles. Elle a un pôle mental qui est d'ordre spatial, et elle a un pôle émotionnel qui est d'ordre temporel. Vous revoyez apparaître l'espace et le temps. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'espace et le temps n'existent pas, c'est lié à la conscience. La partie temporelle, c'est se comprend de manière vibratoire. Ce sont les vibrations qui rythment le temps, les vibrations de la conscience. Et la partie spatiale, là, cette fois-ci, c'est le mental qui, à travers le cerveau, en tout cas, il existe aussi un mental avec une conscience intuitive extraneuronale, comme dirait le docteur Charbonnier, mais en tout cas, le mental tel qu'on le vit habituellement, c'est un mental analytique qui crée lui-même le temps et qui se décrit par une succession d'images mentales qui peuvent être des images, des symboles, des signes, le langage, etc., avec la logique qui accompagne tout ça.
Eh bien, ces deux propriétés de la conscience sont à bien différencier, puisque c'est deux moyens d'accéder à la vérité, c'est deux moyens d'accéder à la perception du réel, c'est deux moyens d'accéder à l'intelligence. Et alors, je fais un petit aparté, c'est que le fait de ne pas comprendre ça, en ayant réduit la conscience à un produit du cerveau, fait qu'on a complètement oublié l'intelligence émotionnelle. Or, l'intelligence émotionnelle, c'est justement, via la vibration, via le ressenti, ce qui va nous permettre d'accéder à la plus grande justesse, au plus grand discernement. Et pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Parce que c'est le domaine du ressenti. Le ressenti, on ne sait pas expliquer pourquoi on sent que quelque chose est vrai. Et il existe plusieurs types de ressentis. Il existe le ressenti physique, les sensations, les tripes. Il existe le ressenti purement émotionnel, les sentiments, le cœur. Il existe le ressenti intuitif. Une intuition, c'est une vibration au départ. Elle est à destination du mental, mais on la reçoit comme une vibration. On ressent la joie d'avoir trouvé, on ne sait pas encore quoi. On comprend à peine, ce n'est que lorsqu'on décode l'information à destination du mental qu'on trouve soit une bonne intuition, soit une mauvaise intuition si le décodage est mal fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et du coup, vous avez une échelle de l'intelligence, du discernement, qui va passer, on va dire, je l'ai représenté dans mon livre, mais à gauche, voilà, ça va faire une courbe en cloche. Le haut de la courbe, c'est le meilleur équilibre entre le mental et l'émotionnel. S'il y a du côté mental, vous avez la logique et l'analyse, et aussi la rigueur, mais du côté émotionnel, vous avez l'équivalent. Vous avez la subtilité, l'intuition et la transcendance. D'accord ? Bon, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est très important de comprendre que la crise actuelle que nous vivons est issue, à cause de la propagation de la peur, d'un très fort déséquilibre entre le mental et l'émotionnel, ce qui nous a fait, au départ, on n'était même pas équilibré, on était dans le scientisme, et puis on est passé littéralement dans le covidisme, c'est-à-dire la suppression de tous les moyens d'accès à la plus grande intelligence qui nous sont apportés par l'émotionnel. Mais je vais en venir à donc l'amour. Est-ce que tu avais quelque chose à dire avant ? Moi, je voulais parler du problème difficile de la conscience de Chalmers. D'accord, alors vas-y, si on a le temps. Oui. Parce que justement, on est en train de... Ouais, bon, c'est bon, on est bon. On est en train de comprendre qu'on est bien loin de la conception physicaliste mainstream de la réalité. Ben oui. De laquelle il est clair que nous devrions nous affranchir, parce que justement, comme l'a très bien décrit, donc je vous disais, David Chalmers, en 1995, par l'énoncé d'un problème qu'il a donc appelé le problème difficile de la conscience. Et donc je vous cite David Chalmers, alors c'est une traduction parce que c'est un anglais. « Il n'y a rien dans les propriétés de l'arrangement des particules élémentaires qui constituent notre cerveau, en termes de quoi nous pourrions déduire ce que ça fait de tomber amoureux, d'avoir mal au ventre, ou regarder et goûter une pomme. Parce que la matière, elle est précisément définie comme ce qui manque de toute qualité ressentie. » Et effectivement, selon le physicalisme mainstream, il n'existe fondamentalement aucune couleur ou quelconque autre qualité, qu'elle soit de type son, goût, texture, que sais-je. Il n'existe que des vibrations électromagnétiques à certaines fréquences qui n'ont elles-mêmes aucune qualité de rougeur, d'amertume ou autre tendresse. Le matérialisme déclare que tout ceci n'apparaît finalement que par l'intermédiaire de notre cerveau. Par magie. Par magie. Et justement, si on y regarde de près, en fait, ça procède d'un raisonnement qui est tout à fait incohérent. Et je vais encore m'appuyer là sur la réflexion de Bernardo Kastrup, dont on a parlé tout à l'heure, pour dénoncer cet illogisme de la science matérialiste. Alors voyons un peu. En fait, on part d'un monde observé qui est fait de qualité. Notre expérience du monde, avant de théoriser quoi que ce soit sur la nature de la réalité, elle est qualitative. C'est-à-dire que notre expérience du monde, de prime abord, c'est loin, c'est haut, c'est lourd, c'est bleu, c'est lumineux. Ce sont des qualités. C'est la science qui décrit ces qualités en termes de quantité. Des amplitudes, des longueurs d'onde, des kilos, des charges, des angles, des distances, des relations géométriques, bref, des nombres. Et alors,
à partir de là, le physicalisme il postule que les substances fondamentales qui constituent les formes qui apparaissent sur notre écran de perception, dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont donc supposées représenter exactement les formes du monde réel, selon le réalisme scientifique, et donc qu'il appelle matière, à savoir donc les particules élémentaires, protons, neutrons, électrons et autres photons, eh bien en fait, elles peuvent être définies de manière exhaustive par ces seules quantités, aucune qualité. Autrement dit, si vous fournissez une liste de nombres concernant la matière, eh bien en fait, vous avez tout dit ce qu'il y a à dire à propos d'elle. Rien ne manque. La matière, cette donc description géométrique de notre expérience du monde, eh bien, elle peut être définie par une simple liste de nombres, de quantités. Pas besoin de qualité. Très bien. Mais c'est le pas suivant qui est complètement infranchissable si on y réfléchit un peu, parce que le physicalisme, il rajoute que tout ce qui existe, en fait, eh ben, c'est cette description géométrique faite d'objets qui entretiennent des relations mathématiques entre eux. Et que donc, le monde de qualité, eh ben, en fait, c'est un pur produit du cerveau, une illusion, un épiphénomène. Que finalement, c'est le cerveau qui fait apparaître ces qualités, mais qui n'existent pas elles-mêmes dans le monde réel, uniquement dans notre imaginaire cérébral. Alors chacun peut voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce raisonnement qui veut nous faire admettre que notre expérience qualitative du monde, que la science décrit en termes de quantité, eh bien en fait, elle est générée par une chose qui appartient elle-même à la description géométrique, à savoir le cerveau, c'est de la matière, donc des relations géométriques entre des quantités. C'est-à-dire basiquement que ce qui est décrit, le monde observé, postulé conforme au monde réel, eh bien, il émerge quelque part du contenu de la description. Ou encore que la description de la chose précède ontologiquement la chose décrite. C'est mettre le territoire, c'est mettre la carte en dehors du territoire. On part forcément du territoire, on part forcément de l'expérience. C'est la seule chose qu'on a finalement avant de théoriser quoi que ce soit. Tu peux même confondre la carte et le territoire. Oui, mais c'est même plus loin parce qu'en fait... Oui, je disais qu'on partait forcément du territoire et que c'est tout ce qu'on avait au départ pour théoriser quoi que ce soit sur la nature de la réalité. Et puis on découvre finalement que, il est très utile de décrire cette expérience par des nombres, par des quantités. Et en fait, ça l'est, c'est vrai. Hein, je veux dire, tout comme il est très utile de disposer d'une carte pour se déplacer dans le territoire. Mais au final, on finit par dire que l'expérience, donc le territoire, il est produite par la description, par la carte. C'est la carte qui préexiste au territoire. Vous voyez à quel point c'est absurde comme raisonnement. Parce que c'est clair que si on définit la matière comme une liste de quantités, on ne va pas pouvoir déduire des qualités de ça, parce que quantité et qualité, c'est des domaines qui sont totalement disjoints. À moins d'avoir une cartographie empirique qui permet de les relier, ce à quoi les neurosciences se livrent avec succès, certes, mais ça ne montre pas que la matière génère l'expérience. Ça montre juste qu'il existe une corrélation entre la description, donc la matière, et la chose décrite, l'expérience. Mais cette corrélation, elle existe par construction, parce que une description correcte, elle est forcément faite de telle manière à corréler avec la chose décrite. C'est la moindre des choses. Et donc David Chalmers, il a montré que c'était un problème qui était insurmontable, que c'était une véritable inconsistance du physicalisme, qu'on ne pouvait pas partir de qualité, les décrire en termes de quantité, et puis vouloir reconstruire la réalité des qualités par ces quantités. C'est remplacer le territoire par la carte et vouloir remplacer... Et c'est la raison pour laquelle... Tu voulais dire autre chose ? Non, je voulais te demander si c'est pas... si la matière, elle n'est pas à l'origine de notre expérience du monde, c'est quoi qui crée les qualia de l'expérience ? Eh bien, justement, la question « c'est quoi qui crée les qualia ?» elle est complètement ratatinée. Puisqu'il n'y a rien qui crée les qualia, puisque les qualia sont premiers. La conscience est première. Et ce qu'il vous a expliqué, ça permet de comprendre pourquoi la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, puisque cette idée-là résulte de la confusion qu'il vous a expliquée. Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que
Pour résumer ce qu'il vient d'expliquer, on fait la grosse erreur de partir de l'apparence du réel et de l'idée en plus de causalité et d'effets qui suivent les causes pour en déduire que la conscience serait le produit du cerveau, alors qu'il y a déjà plusieurs erreurs intrinsèques dans ce raisonnement, d'accord ? Puisqu'on confond le réel avec l'apparence du réel, alors qu'en fait, il faudrait partir, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'idée que la conscience est première et qu'il faut partir des informations qui sont au-delà du spectre des apparences. Bon alors, je ne sais pas si la transition est bonne pour parler des vibrations, pour parler à nouveau du ressenti. En fait, bon, allez, pour résumer, disons que le réel n'est fait que d'apparence et de ressenti, et le reste, ce sont des constructions du mental, d'accord ? Donc, l'apparence, c'est-à-dire de visuel, de la capacité de voir, au sens large, la capacité aussi de percevoir les sons, etc., qui d'ailleurs sont plutôt du domaine du ressenti. Donc on a en gros du visuel qui construit l'espace et qui correspond au mental, et on a du ressenti qui crée différents types de sensations, et tout ça c'est d'ordre vibratoire, c'est-à-dire ça peut être décrit par un signal. Et il est possible de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il est possible de convertir un signal en image, ou une image en signal. C'est ce que fait par exemple la transformée de Fourier en mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour que l'émotionnel transfère de l'information au mental. Et il n'y a pas de problème pour que le mental transfère de l'information à l'émotionnel. Mais il y a un problème pour relier deux émotionnels qui seraient séparés par la vibration, haute fréquence, basse fréquence, et il y aurait une difficulté pour relier deux mentales. Chacun vit dans son monde avec son système de croyances, et il est difficile de concilier les systèmes de croyances. Et donc, vous voyez que c'est par l'émotionnel qu'on peut arriver à faire évoluer et peut-être à faire transformer petit à petit notre vision du monde, mais aussi notre âme, etc. Alors là, je vais résumer parce que je suis allé très très vite. J'ai sous-entendu tout à l'heure l'existence d'un soi qui présiderait à la construction de notre futur, pendant que nous vivons une conscience, c'est-à-dire un moi qui passe son temps à créer notre passé, et que donc la connexion entre les deux, ces deux facettes de nous-mêmes, entre notre conscient et notre subconscient, elle a un profond intérêt dans la mesure où, pendant que nous sommes en train de faire nos choix dans le présent et à construire notre passé, nous pourrions avoir une autre partie de nous-mêmes dont nous ne sommes pas conscients, mais qui projette pour nous de nouveaux futurs. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut arriver à s'y connecter. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que la connexion, c'est entre un mental et un émotionnel. Alors, je vais préciser maintenant que d'abord, dans l'échelle des vibrations, bon, il existe une échelle dans les vibrations. On peut aller des basses fréquences aux hautes fréquences. Alors, je fais de la vulgarisation un peu exagérée parce qu'en réalité, on est dans du multidimensionnel. Mais je simplifie en considérant qu'on est sur des fréquences. On peut facilement montrer mathématiquement que les fréquences basses, si on applique des fréquences basses en faisant vibrer un espace, l'espace d'un billard par exemple, eh bien on ne va pas provoquer de bifurcation, on ne va pas créer de modification, parce que les fréquences sont trop basses pour ça. Alors que si assez d'informations. Alors que si on module des fréquences très élevées, là par contre on va faire apparaître énormément de possibilités. Donc en physique, les fréquences élevées seraient liées donc à l'apparition d'un grand champ des possibles, alors que les fréquences basses seraient liées à l'impossibilité d'agir sur le réel. Il n'en faut pas plus pour relier les fréquences basses à la peur et les fréquences élevées à la joie, à l'amour, à la créativité, etc. Et à partir de là, donc si effectivement on raisonne de là, je résume à fond la caisse. On peut arriver à un modèle qui permet de comprendre, parce que tu devais me poser la question sur Spinoza, ou tu l'as encore Non, allez. Je vais te la poser maintenant. Effectivement, Spinoza, lui, il décrivait l'amour comme une joie
Pour lui, l'amour, c'était la joie, mais qui était provoquée par une cause extérieure. Associée à l'idée d'une cause extérieure. Associée à l'idée, effectivement. Associée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que, vient à la notion de joie, on rajoute une information mentale, et là, on arrive à la notion d'amour. Comment ça se fait, ça? C'est quoi cette histoire? L'amour et la joie, c'est pourtant... L'amour et la joie. Aussi élevé. Enfin, bon. Alors, donc le modèle que je propose, donc là je suis pas dans, on n'est pas dans, je ne prétends pas du tout être dans le vrai. Hein, c'est le modèle qui me séduit personnellement, que je trouve assez rationnel, c'est de dire que la joie et l'amour sont complémentaires et que dans la relation entre le soi et le moi, c'est une relation à double sens, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des informations, on peut capter des informations issues de notre soi, c'est-à-dire issues de notre âme, pardon, j'avais oublié de... mais on peut envoyer des informations à destination de notre soi, de notre âme, donc. Et c'est là que l'amour se différencie de la joie. Parce que lorsqu'on reçoit une descente d'informations, lorsqu'on capte une information, après évidemment s'être déconditionné, hein, donc lâcher prise, détachement, confiance, etc. Hein, mais ça, je ne vous la fais pas. Ce sont les moments dans la vie où on ressent, où on a cette grâce de ressentir le sens de son existence et de ressentir avec joie ce qu'on va faire, où on a vraiment l'impression de prendre il s'ensuit une décision qui donne l'impression d'être libre, puisqu'elle s'accompagne d'une forte sensation de souveraineté. C'est-à-dire qu'on peut être amené à prendre des décisions pour faire des choses difficiles, courageuses, mais on ressent la joie qui accompagne celui qui sent qu'il est fait pour faire ça. D'accord? Donc je vous parle de ce genre d'intention. Je vous parle de ce genre de captation d'intention. Et donc là, ça peut concerner l'intuition, bien sûr. Lorsqu'on a l'intuition d'une idée géniale, bon, c'est fantastique, on est sûr d'avoir trouvé. Après, il va falloir décoder, c'est là qu'on risque de se rendre compte qu'on a... Enfin, moi, mon expérience m'a montré qu'une intuition sur deux est bonne. Et donc, vous voyez l'importance de cette captation d'intuition qui devient ensuite une intention. Ça va être... vous êtes en train de capter la vibration qui va faire que si vous continuez à la contenir via la foi, vous allez réellement mettre le grappin sur le nouveau futur conçu par votre soi. Mais vous pouvez avoir envie de faire mieux, parce que c'est bien d'attendre que... bien joli d'attendre que votre soi veuille bien vous dire qui vous êtes, qui suis-je, dans quelle étagère, pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce que je fous là, etc. Bon. Eh bien, il y a un moyen de demander, il y a un moyen de négocier même, il y a un moyen c'est de faire exactement l'inverse. Là, vous avez reçu une information de votre mental supérieur qui est passée par votre émotionnel inférieur et qui a ensuite été décodée à l'attention de votre mental inférieur. Eh bien, vous pouvez demander à votre mental inférieur d'envoyer une information à votre émotionnel supérieur. D'accord? Et là, on retombe sur la définition de l'amour associé à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que lorsque vous voulez communiquer avec votre soi, il faut faire une demande qui est enrobée d'amour. C'est-à-dire il faut faire une demande qui correspond à un don de soi à la société. Voilà. Et voilà ce qu'est l'amour, en fait. Et donc, dans cette façon que nous avons de présenter les choses, où j'ai conscience qu'on est allé très vite, mais c'était des choses importantes à dire, c'est pour ça qu'on a fait des raccourcis. Donc, c'est l'idée que l'amour, d'abord, l'amour et la joie sont l'énergie fondamentale de l'univers. Simplement, cette énergie, c'est une énergie hors du temps. C'est l'énergie qui anime les choses hors du temps. C'est l'énergie qui fait bouger les lignes temporelles. Ce n'est pas l'énergie qui se déplace sur une ligne de temps. Donc, du coup, c'est un peu difficile à comprendre. Mais on a le droit d'utiliser le terme énergie parce que c'est quand même, effectivement, très énergétique. Et donc, c'est cette amplitude de la conscience, ce sont ces mouvements, cette dynamique de la conscience hors du temps qui fait bouger les lignes temporelles et qui est d'autant plus
efficace qu'elle est à haute fréquence, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus efficace qu'il s'agit de joie et d'amour. Et donc la joie étant ce qu'on ressent lorsqu'on a réussi à capter cette énergie, et l'amour étant ce qu'on donne lorsqu'on réussit à parler à notre soi profond. Voilà, moi je termine là-dessus. Ça me paraît pas mal. Il n'y a plus rien à ajouter. Alors, merci beaucoup à tous les deux, parce que c'était vraiment super instructif. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas répondu aux questions. Ah. Il y en a plein. Ah oui. Donc vous êtes obligé de revenir l'année prochaine et de préparer vos copies d'ici là. Ah oui, on a pris le temps sur les questions, d'accord. C'est possible? Oui. Oh, je plaisante. Donc, pour les gens qui voulaient des questions ou qui voulaient poser des questions dans la salle, je ne sais pas comment on va s'organiser. Difficile de savoir. On verra. Toujours est-il que toi, on peut te contacter sur ton site. Sylvain, tu n'as pas fait de site, toi, encore? Non, j'ai une page sur YouTube, quoi, c'est tout, avec un certain nombre de vidéos qui expliquent un petit peu ces choses-là. Mais sinon, on peut me contacter sur mon adresse professionnelle. On peut mettre ton adresse dans la description, ton adresse mail? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, pas de problème. Eh bien voilà, donc merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup à tous les deux. Merci. De vos expériences. Merci.